Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Avant de passer aux actes, vous avez écrit de beaux discours. Le passionné de théâtre que vous êtes a débuté au cœur d'une autre forme de la comédie humaine, le monde de la politique. Vous racontez aujourd'hui la folie de Feydeau avec l'espoir que les spectateurs deviennent fous à leur tour, mais plutôt de votre vaudeville. Bonjour Antoine Rau. Bonjour. Alors Antoine Rau, on connaît beaucoup de vos pièces qui sont des succès, qui ont été récompensées par des Molières, par toutes sortes de prix. Là, vous avez une pièce à l'affiche dont on a parlé voici quelques jours avec Christelle Reboul, La vie rêvée d'Hélène Cox. Une autre pièce à Orléans qui débute ces jours-ci autour de Feydeau. Et vous avez un parcours qu'on ne connaît pas, car on connaît votre œuvre, mais pas du tout. Donc on a une heure aujourd'hui pour en parler. Alors, on va essayer. On va essayer à travers des dates, c'est le principe de l'émission, des dates qui évoquent votre vie. Et la première que j'ai trouvée, Antoine Rau, c'est le 14 décembre 1986. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Si je vous parle d'une pièce qui s'appelle Déjanire, ou La femme d'Hercule. Ah oui, alors, vous avez bien cherché. C'est effectivement la toute première pièce que j'ai écrite, j'avais 19 ans, et elle a été mise en ondes sur France Culture. Oui. Voilà. Et alors, curieusement, elle était enregistrée le 1er janvier 86, et a été diffusée le 14 décembre. Oui, bah oui, ils ont mis un certain temps à la diffuser, mais c'est souvent comme ça, je crois que c'est, mais ils planifient, voilà. Enfin, moi, j'étais très très étonné en fait parce que c'était via un comédien, je connaissais absolument personne, je suis parti vraiment de zéro en matière de théâtre, à part une grande passion que je vais vous raconter pour le monde de la scène. J'ai toujours été fasciné, je pense depuis que j'étais tout petit par la scène. J'ai souvenir d'être allé à une kermesse d'école, c'est un de mes mes plus vieux souvenirs, à 5-6 ans, et d'avoir vu une jeune petite fille qui dansait La mort du cygne sur la musique de Saint-Saëns. Et alors là, j'étais bouleversé. Voilà, je pense que tout part d'émotions très jeunes et une envie donc d'aller vers la scène. C'est pour ça que j'ai d'abord écrit pour la scène. Et donc, en fait, à un certain moment, après avoir écrit pas mal de poésie, je me suis mis à écrire une pièce de théâtre. C'est Déjanire ou La femme d'Hercule, parce que j'étais fasciné par Jean Anouilh, et que Jean Anouilh avait fait des adaptations de puiser dans la mythologie grecque. Exactement. Et il y avait une femme dans cette pièce qui est devenue quelqu'un de très important pour vous, une comédienne qu'on a beaucoup vue à la télévision. Je crois qu'elle a tourné 300 films et elle est présente dans 150 pièces. Madeleine Barbulé. Madeleine Barbulé. Oui. Curieusement, donc, on l'a vu dans les 5 dernières minutes, dans Médecin de nuit, et c'est la première comédienne à avoir disparu au début du millénaire, puisqu'elle est morte le 1er janvier 2001. Ah oui, ça, elle a fait une sortie théâtrale, on va dire. Elle a dit, je me sens pas bien, et elle est partie. Et juste avant, elle avait reçu un grand prix à la mairie de Paris. Elle avait fait un discours, j'étais bien sûr là, et c'était très émouvant parce que c'était une femme qui aimait profondément la vie. C'était une comédienne très religieuse. Elle avait une petite chapelle en Normandie qu'elle avait transformée en sa maison. Donc c'était assez... Anouilh lui disait, vous vous rendez compte, Barbulette, parce tout le monde l'appelait Barbulette, que c'est quand même un petit peu gênant de vous installer sous un hôtel pour vivre. Elle trouvait ça très amusant. Elle faisait des icônes, des espèces d'icônes à partir de motifs d'étoffe. C'était quelqu'un qui avait une créativité sans fin. Et je l'ai rencontré vraiment d'une façon... c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout et qui avait envie de s'occuper de jeunes. Et donc, elle s'était occupée du club théâtre de mon lycée. Voilà. Comme ça, oui. Comme ça. Et donc, on était théâtre que vous avez créé d'ailleurs au lycée Victor Duruy à Paris, Antoine. Exactement, voilà. Et donc, elle est venue s'en occuper. On a monté une pièce d'Anouilh, naturellement, l'invitation au château. Et tout est parti. C'est vrai, cette dame a été devenue une amie très proche et a été une fée. Vraiment. Elle m'a donné l'amour du théâtre et elle m'a poussé. Et c'est elle qui a fait lire cette pièce Déjanire qui est arrivée à France Culture. Et justement, vous parliez de quelqu'un de très célèbre et cette voix, on la reconnaît tout de suite. Antigone. Un décor neutre, 3 portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. La voix de Jean Anouilh. Et cette voix, vous l'avez entendue en direct, car vous avez été voir Jean Anouilh quelques mois avant sa disparition, Antoine Rau. Oui, parce que je lui avais donc envoyé cette première pièce dont vous parlez, Déjanire, puis la seconde, qui s'appelait L'envers du décor. Et il m'avait répondu à chaque fois avec une longue lettre en me disant écrivez, vous êtes fait pour ça. En me disant qu'il y avait trop de morts à la fin de mes pièces. Évitez les héros mourants, me disait-il, à la fin des pièces de Victor Hugo, vous savez, quand tout le monde meurt. Bon. Alors lui, il disait que c'était un petit peu trop mélodramatique, qu'il fallait éviter ça. Et effectivement, il m'avait reçu dans sa maison près de Lausanne, à Pully. Il y avait un truc qui était très fascinant. J'étais assis dans un canapé et lui dans le fauteuil comme ça.
Et il y avait un tableau au-dessus de sa cheminée, et je voyais Napoléon. Et je lui disais, c'est curieux parce que vous n'aimez pas Napoléon. Il en est beaucoup moqué dans son théâtre. Il disait, oui, effectivement, mais venez là où je suis, moi, assis. Et c'était un tableau, vous savez, qui change de forme quand on se déplace. Et de son côté, à lui, c'était Wellington. C'est assez étonnant, oui. Il n'y avait que lui pour faire des choses comme ça. Ouais. Alors, au départ, Antoine Rau, votre destin, c'était pas le théâtre. Vous avez une famille très sérieuse, un père protestant, et au départ, c'était une grande famille qui voulait que vous ayez un métier très sérieux, presque fonctionnaire ou autre. Oui, enfin que je fasse des études. Voilà, ils m'ont pas imposé. Non, mon père d'ailleurs n'est pas si sérieux que ça. Il est très sérieux dans sa façon de travailler, mais c'est un artiste. Il était graphiste. Ce que voulaient mes parents, bien sûr, c'était comme tous les parents, c'était que leur fils ait quelque chose de sérieux entre les mains. Le théâtre, a priori, on n'en vit pas nécessairement. Non. À un moment, je voulais être comédien. Alors, c'était sûr que c'était aussi un grand risque à prendre. Finalement, donc j'ai suivi un parcours assez classique, effectivement, en faisant Hippocagne, puis Sciences Po à Paris. Je l'ai fait un petit peu sans être vraiment passionné, en rêvant toujours d'écrire. C'était ça que je cherchais. Mais je pense que ça m'a tout de même nourri et que ça n'a pas été inutile. Oui, vous avez fait Sciences Po et ça a développé votre passion de l'histoire, Antoine Rau. De l'histoire et de la politique et du monde du pouvoir qui m'ont toujours fasciné. Oui, oui. Et c'est pour ça, je pense que j'ai été puisé dans l'histoire des sujets qui me semblaient passionnants et théâtraux pour les porter à la scène. Et dans cette promotion 87 de Sciences Po, il y a des gens célèbres. Jean-François Copé, qui était au lycée avec vous, a été également de la même promotion. Ah oui, mais sauf qu'on s'est jamais connus, mais effectivement, c'est assez drôle, oui. Et d'ailleurs, ce lycée Victor Duruy, où vous avez donc créé cette école de théâtre, il y a eu d'autres personnes illustres qui ont ensuite réussi dans le monde du théâtre. Sylvia Montfort, par exemple, qui a dirigé le Carré Marigny, qui a été une disciple de Jean Vilar au TNP. Elle a été aussi une brillante élève du lycée Victor Duruy. Qui était un lycée de filles, sans doute, à son époque. Oui. Et il y a aussi Maria Cazares, et Isabelle Carré et Vincent Lindon aussi viennent de ce lycée. Ah oui, il y avait c'est-à-dire que c'est un lycée évidemment placé dans un quartier très très chic. Donc il y avait un certain nombre de gens. Il y avait par exemple le fils de Romain Gary qui venait là. Il y avait il y avait la fille de Jean-Loup Dabadi. Il y avait des gens comme ça. Et vous, au milieu de ça, vous vouliez vraiment faire du théâtre. D'ailleurs, vous avez fait un court-métrage pour le cinéma. Ah oui, alors ça c'était en fait un concours interscolaire proposé par Pierre Tchernia. Ah bon? Oui, c'était lui qui avait créé ça et qui proposait à des jeunes avec un peu d'argent, en fait, ceux qui étaient sélectionnés, on proposait d'abord un petit scénario de court-métrage et ensuite on avait la possibilité avec une caméra, un peu de pellicule, parce qu'à l'époque c'était des petites pellicules Super 8 ou quelque chose comme ça, d'essayer de le tourner nous-mêmes. Donc on était un petit groupe, on était 4 et on avait fait un film, c'était le parcours d'une goutte d'eau. En fait, c'était très écolo déjà, ça racontait c'était une espèce de parabole écologique qui racontait le destin d'une goutte d'eau depuis la naissance jusqu'à la mer. Et qu'est devenu ce film, Antoine Rau? Il doit être quelque part dans un carton au fond d'un grenier. Il faudrait en faire quelque chose. Mais... Et ça vous a pas donné envie de faire du cinéma un jour? J'ai toujours été fasciné aussi par le cinéma, par l'écriture cinématographique, mais j'en ai pas encore fait. Mais peut-être qu'un jour ça viendra. Parce que le monde du théâtre et le monde du cinéma, ça n'a rien à voir, Antoine Rau. Ah non, c'est-à-dire il y a des passerelles, mais c'est vrai que chaque univers est cloisonné. Le monde de la littérature et du roman aussi est différent. Et dès votre jeune âge, vous pensiez un jour écrire, mais au fond de vous-même, quand vous avez grandi, vous avez dit, je dois faire un métier sérieux. Non, je voulais, au contraire, ce que je voulais, c'était arriver à vivre de ma plume. Je pouvais pas me dire qu'un jour ça se produirait. Mais j'ai saisi l'occasion lorsque c'est devenu possible. Et oui, et cette occasion, on va en reparler dans quelques instants, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans votre vie, à travers une autre date, le 17 juin 2002. À tout de suite sur Sud Radio avec Antoine Rau. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Antoine Rau, auteur dramatique aujourd'hui, auteur de pièces à succès dont on va reparler. Alors cette émission réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date. 17 juin 2002, ça vous dit quelque chose? 17 juin 2002... Précisez. Ah ben écoutez, je vais vous faire entendre une voix, ça vous dira quelque chose. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. La voix de Christian Jacob, qui ce jour-là devient ministre délégué à la famille du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Christian Jacob, avec qui vous allez travailler dans 3 ministères, Antoine Rau, et là ça n'a rien à voir avec le théâtre.
Non, mais déjà, ce que je faisais avant, j'ai passé finalement une forme de traversée du désert, parce que j'ai commencé à faire jouer donc cette pièce dont vous avez parlé, ensuite au théâtre, dans le théâtre privé, une pièce qui s'appelle La Première Tête sur Louis XVI en 1989, j'ose à peine le dire, et puis ensuite, j'ai dû chercher du travail. Je suis parti au service militaire à ce moment-là, et puis à la fin du service militaire, ça existait encore, donc 1 an, j'ai cherché un travail. Vous disiez des études sérieuses, mais il y a aussi le travail, il faut gagner sa vie. Et donc le théâtre ne me permettait pas d'envisager d'en vivre. En plus, j'étais déjà à ce moment-là, commencé une vie de couple, bientôt des enfants, etc. Il fallait bien vivre. Donc j'ai cherché des travails. J'ai été la plume de Jérôme Monod pendant 5 ans. Jérôme Monod, qui était à la fois un homme politique, mais surtout le président de la Lyonnaise des Eaux. Exactement. Moi, j'étais à la Lyonnaise des Eaux et j'écrivais donc des discours, des activités de communication, le rapport annuel, des choses pas toujours très amusantes, d'autres plus. Parfois, comme j'étais un peu différent et qu'il s'intéressait il voyait que j'étais passionné par l'écriture, il me proposait de faire des choses un peu différentes. Alors, j'ai fait un rapport sur les prisons, par exemple, une fois. Oui. C'était très amusant parce que la Lyonnaise des Eaux possédait les 3/4 des prisons privées. Vous savez qu'il y avait un programme de prison qui était confié, donc à part la sécurité, garder les prisonniers, mais toutes les autres activités, le travail, la santé, l'entretien, etc., étaient confiés à des entreprises privées. Et ça veut dire quoi écrire des discours? Parce qu'on voit tous les hommes politiques qui ont des plumes, c'est une tradition, c'est quelque chose d'obligatoire. Est-ce que derrière l'auteur revoit le texte? Quelles sont les contraintes? Au départ, c'était d'écrire un discours sur un sujet donné. Alors parfois ça peut être complètement inintéressant, un hommage, enfin une chose, à quelqu'un qu'on connaît pas. Parfois ça peut être des grands enjeux, quand il fallait parler finalement de problème de la guerre de l'eau, puisque c'était déjà un sujet en 1990. Il y a eu le sommet de la Terre à Rio en 1992. Donc la Lyonnaise des Eaux voulait s'inscrire comme une espèce de... Jérôme Monod disait il faut absolument faire de cette entreprise un fer de lance de la modernité en matière d'innovation pour la préservation de la planète. Mais c'est un métier ingrat d'être une plume, parce que on est toujours derrière sa feuille et on ne sait pas ce qui se passe parce que derrière on n'est jamais cité. Bien sûr, on n'existe pas. C'est ça. C'est tout à fait étrange. Et donc j'ai fait cette activité finalement d'écrivain fantôme pendant longtemps. Ça a duré presque jusqu'à 2005. Quoi. Oui, et il y a eu quand même un passage par la mairie de Paris. Alors là aussi, j'ai aussi écrit des discours. Là. J'ai même écrit d'ailleurs tout un livre pour Philippe Séguin. J'ai tout réécrit et fait l'introduction, la conclusion, mis en forme des notes techniques. C'était ses idées pour Paris. Bon, ça n'a pas été une brillante réussite puisqu'il a été battu aux élections. Mais voilà, il m'a donné une petite dédicace. Merci pour votre contribution. J'étais ravi. Et puis vous étiez aux Affaires culturelles, c'était sous Jean Tibéry, je crois. Oui, alors voilà. Et là, je me suis occupé d'activités aussi pour les jeunes en l'an 2000, parce qu'il y avait les fêtes de l'an 2000. Donc il y avait des associations de quartiers dans les 20 arrondissements de Paris qui proposaient des activités, et je supervisais un petit peu ça. Voilà, tout ça, c'était des activités, je vais dire, alimentaires. En même temps, j'écrivais. Je continuais d'écrire sans cesse, mais je me disais, est-ce qu'un jour, j'arriverais à faire émerger une pièce? Oui, alors juste, cette mairie de Paris, qui est un bâtiment immense où on se perd, dans les années 70, on pouvait y rentrer directement et simplement. Je ne sais pas si vous le savez, Antoine Roux, il suffisait, et j'ai fait l'expérience, d'arriver vers 18h en disant je viens pour les médailles. Il y avait une médaille tous les soirs, pratiquement. Et il y a des agents qui venaient et qui mangeaient à l'œil au cocktail tous les soirs vers 18h, 19h. Et on entrait sans la moindre difficulté. Maintenant, c'est un peu plus dur, mais on vient toujours manger, j'imagine. Oui, mais c'est autre chose, mais on se nourrit d'autres choses. Et puis alors, vous avez été viré quand Bertrand Delanoë est arrivé, oui. Et donc c'est comme ça que vous êtes arrivé chez Christian Jacob. Racontez-moi. Voilà, parce que en fait, j'avais travaillé à la mairie de Paris avec une personne qui est maintenant une amie d'ailleurs, qui était une brillante énarque qui s'appelle Marie-Laure Denis et qui était directrice de cabinet de Christian Jacob. Et moi j'étais au chômage et elle m'a dit est-ce que tu veux venir travailler avec lui? Il cherche un chargé de communication, mais il voudrait plutôt un garçon qu'une fille. Voilà. Donc je lui ai dit écoutez, moi ce genre d'activité je l'ai pas encore vraiment faite. Je ne connais pas, j'ai pas de relation avec les journalistes jusqu'ici. C'est pas un univers que je connais très bien. Il me dit c'est pas grave, ce qui compte c'est que vous soyez un petit peu intelligent et débrouillard, et voilà. Moi je ne connais pas non plus je n'ai jamais été ministre, je ne connais rien au domaine qu'on m'a donné, la famille, on va apprendre ensemble. Voilà, et vous avez appris avec Christian Jacob et ça a duré 3 ans. Même vous avez travaillé avec Dominique de Villepin aussi quand il était Premier ministre. Ah non, j'étais toujours avec Christian Jacob. Et puis
j'avais très très envie effectivement de partir. J'ai eu la chance qu'à ce moment-là, donc une pièce enfin émerge et soit montée au Théâtre Montparnasse. Peut-être qu'on va en parler. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Dominique de Villepin, c'est qu'au départ, bon, lui, c'est un monsieur très sérieux, d'ailleurs, qui recevait curieusement, je sais pas si vous le savez, Robert De Niro le soir. Il venait à Matignon avec une bonne bouteille de rouge. Il attendait que Villepin ait terminé ses journées et il buvait un coup avec lui. Oui, il aimait beaucoup les artistes, en fait, Dominique de Villepin. Et donc, mais seulement, le problème, c'est qu'un jour, vous avez fait un livre qui n'a pas du tout plu à Dominique de Villepin. Non, et alors, au fond, je dois être un peu potache parce que j'ai pas du tout réalisé qu'il y avait quoi que ce soit d'embêtant dans ce livre. C'est Dominique Ambiel, donc, qui était le conseiller de communication en chef de Jean-Pierre Raffarin, donc le premier ministre qui précédait Dominique de Villepin, et qui donc organisait des réunions de communication. Donc c'est là qu'on a fait connaissance, réunissait tous les chargés de communication. Donc on a fait connaissance en 2002. Et lui, il a été donc, il a quitté le gouvernement en 2004. Et puis il est venu voir ma pièce en 2005 et il m'a dit je suis en train d'écrire une chose pour m'amuser, un roman de politique fiction sur les futures élections de 2007 qui s'appellerait Tsunami sur l'Élysée. Très bien, très intéressant. 2 mois plus tard, on se revoit et je lui dis alors, tu l'as fini ton livre ? Non, j'ai pas commencé, mais je suis censé le remettre dans 3 semaines. Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble ? Je dis écoute, pourquoi pas, ça peut être marrant. Donc on s'est lancé dans un truc, on a vraiment déliré, on a rigolé, on a imaginé. Tout ce qu'on a pris des personnages politiques était pris dans la presse, il n'y avait pas de révélation particulière. Mais c'est vrai qu'on brossait au chapitre 1, on aurait dû le mettre ça au chapitre 13, ça aurait peut-être été plus discret, un portrait de Dominique de Villepin qui était assez gratiné, qui n'a pas plu du tout. Il s'appelait Néron, je crois. Oui, voilà. Et donc du coup, je me suis fait virer immédiatement. Parce que j'étais toujours chargé de mission auprès de Christian Jacob à ce moment-là. Oui, parce que Tsunami à l'Élysée, qui prévoyait l'élection d'Olivier Besancenot en 2007, ça n'a pas beaucoup plu, et ça a été un véritable succès littéraire, et toute la presse en a parlé et en a ri. Oui, on a fait 100 000 exemplaires. C'est-à-dire que on avait imaginé qu'au 2e tour, à cause des divisions innombrables de la droite et de la gauche, mais regardez ce qu'on a fait là récemment. On n'est pas si loin que ça. Et il y avait donc l'extrême droite. Donc, on avait déjà imaginé que ça serait Marine Le Pen, parce que dans notre bouquin, on faisait mourir Jean-Marie en buvant une coupe de champagne, il s'étranglait, il mourait. Et donc, c'était Marine qui, au dernier moment, se retrouvait candidate. Et en face, Olivier Besancenot. Donc, c'était un face-à-face au 2e tour entre les 2 extrêmes. Et ben voilà. Et c'est comme ça que ce livre a été un succès, a fait rire beaucoup de gens. Et c'est comme ça que vous êtes passé à une autre vie. On en reparle dans quelques instants avec une autre date, le 25 novembre 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Antoine Roux. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Antoine Roux. Alors, on a parlé de votre carrière politique, entre guillemets. Maintenant, on va arriver à des choses plus intéressantes qui vous passionnent à travers une date, le 25 novembre 2005. Ça vous dit quelque chose ? Oui, alors là, c'est certain que ça me dit quelque chose, parce que c'était la première du Caïman, voilà. Au Théâtre Montparnasse avec Claude Rich. Alors, une pièce que vous avez écrite quelques années auparavant et qui a atterri par hasard sur le bureau de Myriam de Colombie, qui reçoit plusieurs dizaines de pièces chaque année, et elle a flashé sur celle-ci. Oui, pas tout à fait par hasard. Elle a été écrite, cette pièce, en 1992. Vous voyez, toute cette traversée du désert, j'écrivais. Ouais. C'est un sujet qui m'a été donné par Simone Valère et Jean Dessailly. Jean Guiton, qui était leur ami, donc philosophe catholique, avait eu pour élève à Lyon, en Hippocagne-Cagne, un jeune homme qui était aux jeunesses catholiques et qui s'appelait Louis Althusser. Louis Althusser, donc 50 ans plus tard, a étranglé sa femme Hélène, comme on sait, à Normal Sup. Louis Althusser était psychomaniaco-dépressif, ce qui était caché, et il faisait des fréquents séjours en asile psychiatrique pour être soigné, à Sainte-Anne notamment. Et le sujet de la pièce, c'était pourquoi cet homme, ce maître à penser intellectuel de gauche, communiste, à un moment donné de sa vie, a étranglé sa femme, qui était une juive communiste, elle, absolument passionnée, athée, et Jean Guiton était persuadé que c'est parce que Louis Althusser était un catholique contrarié. C'est-à-dire qu'il avait été tellement fou amoureux de cette femme, qui était une grande résistante en plus, Hélène, tellement fasciné par elle, qu'il avait défendu les idées de sa femme qui étaient opposées aux siennes, sans oser le lui dire. C'était un petit peu ça l'idée. Et d'ailleurs, effectivement, Louis Althusser lui avait demandé à rencontrer le pape peu de temps avant d'étrangler sa femme. C'était assez fascinant. Donc moi, j'étais parti de ce questionnement. Il y avait pas grand-chose qui existait. Et au moment où j'écrivais la pièce, est sortie l'autobiographie un peu délirante, L'avenir dure longtemps, de Louis Althusser, qu'il n'avait pas voulu publier de son vivant et qu'on a publié une fois qu'il était mort. Et je me suis rendu compte que ce qui était là-dedans disait exactement la structure que j'avais retenue de cette pièce. C'est-à-dire que c'était une femme forte, et lui, sans doute, un homme faible au sens où
avec beaucoup de contradictions, mais il n'osait pas sans doute s'opposer complètement aux idées de sa femme. Enfin, c'était un mystère. C'était ça que je trouvais fascinant. C'est qu'il y avait tout. Il y avait une histoire d'amour, il y avait un enjeu politique, il y avait un moment tragique. C'était vraiment théâtral. Qu'est-ce qui se passe dans les 2 heures qui précèdent le crime? Voilà. Et il se trouve que cette pièce donc atterrit sur le bureau de Myriam de Colombie. Alors peut-être pas par hasard, peut-être quelqu'un lui donne. Je lui envoie par la poste. Et elle la lit. Alors qu'en général, vous savez, les directeurs de théâtre ne lisent pas les pièces. Je connais même des gens qui ont envoyé des pièces avec des pages collées. Et la pièce est revenue en disant ça ne nous intéresse pas et les pages étaient encore collées. Oui, il y a des petits tests comme ça, c'est pratique. Voilà. Oui. Et donc elle est fascinée par cette pièce. C'est pas un sujet facile. Non. Elle accepte de le monter et elle fait appel à un comédien, Claude Rich. Exactement. C'était pour moi une très grande rencontre, puisqu'il va jouer 3 de mes pièces. Enfin, les 3 dernières pièces d'ailleurs qu'il a jouées de son vivant, c'était les miennes. On est devenus très proches, très amis, et il m'a appris énormément parce que c'était un travailleur acharné. Oui, et pourquoi Myriam de Colombie a-t-elle pensé à Claude Rich si quelque temps plus tôt dans cette même salle, il avait triomphé dans une pièce avec Claude Brasseur qui est devenu un film. Prince, vous savez vivre. Une habitude, monsieur Fouché. Le savoir vivre et le savoir mourir. Cela chez nous se sait à la naissance. La voix de Claude Rich, le souper, Jean-Claude Briseville. Voilà, une pièce qui a été un triomphe et ensuite devenu un film qui a été un triomphe aussi. Et donc, elle vous parle de Claude Rich, qui vous reçoit, qui accepte. Comment ça se passe, Antoine? Au début, il hésite parce que le sujet lui fait un peu peur. Il trouve que c'est très dramatique, voilà, mais c'est pas très populaire, c'est pas très facile. C'est un sujet complexe parce que ça veut dire qu'on parle d'un maître à penser intellectuel de gauche, qu'on parle de la psychiatrie, qu'on parle de la folie, qu'on parle de thèmes qui sont les questionnements sur l'identité, tous les thèmes au fond qui me passionnent, et qu'on parle de politique. Donc il a un peu peur. On se rencontre. Il me reçoit à Orgeval dans sa maison. Je me souviendrai toujours de ce moment puisque il était sur son tracteur en train de tondre sa pelouse et je courais derrière le tracteur en lui parlant un peu du marxisme de 1968. Et puis voilà. Et puis petit à petit, au bout de quelques jours, en fait, il réfléchit et il me dit non, je vais jouer cette pièce et il s'engage à la jouer. Et il a pas regretté puisqu'on a fait un grand succès avec cette pièce et elle a eu beaucoup de nominations, 5 nominations au Molière, elle a eu le prix de l'Académie française pour le théâtre. Voilà, donc c'était un vrai triomphe. Mais il avait aussi gardé un excellent souvenir du souper. Ou une chose qu'on n'a pas su, c'est qu'en fait, il y a un des figurants du souper qui est Alexandre Brasseur, le fils de Claude Brasseur, et qui joue vraiment un passage très court à la demande de son père. Et c'est comme ça qu'il a débuté et fait la carrière aujourd'hui. Ah oui. Ce sont des choses particulières. Donc, vous vous retrouvez avec cette pièce d'Althusser. Le grand public, Althusser, ça lui dit rien théoriquement. Et pourtant, les gens viennent. Oui. En plus, d'ailleurs, il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle L'homme et la femme. Je les ai pas nommés dans ma pièce. Il s'appelle Henri. Il a simplement un prénom. Donc j'ai vraiment décalé. Il est d'ailleurs plus ses idées sont plus des idées relatives à l'écologie en fait qu'au marxisme. Donc j'ai un peu décalé la pensée politique pour la rendre plus moderne. Ce qui m'intéressait, c'était le sujet humain. C'était la tragédie conjugale. Et ce que dit le public, et le public populaire qui vient voir cette pièce intellectuelle, c'est que c'est une pièce qui fait réfléchir, mais on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas, et heureusement, les gens, c'était accessible. C'est-à-dire que je pense que les gens, vraiment, un public assez large pouvait aimer cette pièce. Alors bien sûr, il y avait beaucoup d'enseignants, d'universitaires, de médecins, de psychanalystes qui venaient voir cette pièce-là, mais il y avait un public beaucoup plus large. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que vous partagez cette passion de l'histoire et cette façon de travailler avec Éric Emmanuel Schmitt, dont la première pièce était Le Visiteur. C'était aussi un sujet très difficile, puisque sur Freud, le public venait et comprenait comme s'il était dans une émission de télévision populaire. Oui, je pense qu'au théâtre, il y a 3 points forts. Le premier point fort, c'est que le rire, c'est contagieux, et le théâtre, c'est le lieu du rire. Le second, c'est que le théâtre, c'est le lieu de la pensée. Parce que au fond, on est sur une estrade, exactement comme à l'université, votre professeur est sur une estrade et vous parle. Donc c'est un lieu qui est fait pour ça. Le troisième point, c'est l'émotion. Et l'émotion, ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir au théâtre parce que on voit les comédiens de plus loin. C'est pas aussi fort que le cinéma. Le cinéma vous manipule plus parce qu'il y a des gros plans, parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a tout un montage. On vous impose une émotion de façon on vous la donne plus en pleine figure. Au théâtre, on fait naître l'émotion de façon plus subtile.
mais ce sont là les 3 points qu'on peut trouver au théâtre. Et je pense que si on raconte une histoire complexe en la rendant claire et simple, si on fait réfléchir le spectateur, on peut l'emporter. Puis il y a une autre chose au théâtre, quelquefois, ce sont les commentaires du public. Ils viennent au théâtre pour la première fois. Moi, je me souviens d'un jour d'une pièce de théâtre, une comédie. J'avais à côté de moi des gens qui, visiblement, n'avaient pas mis les pieds dans une salle depuis très longtemps. La comédienne entre en scène, la lumière s'allume, elle pousse une porte et la dame à côté de moi fait bonjour. C'est assez étonnant. Pour le Caïman, à la première, il n'y avait pas toujours le public adéquat. Les gens venaient voir Claude Rich, c'était pas du tout cette idée qu'ils avaient. Et j'entends un couple juste devant moi. L'homme se tourne vers sa femme et dit le Caïman, c'est une espèce de poisson, c'est une espèce d'oiseau. Et sa femme répond non, je crois que c'est une espèce de poisson. C'est exactement ça. Et Claude Rich, d'ailleurs, il y a le comédien, mais il y a l'homme qu'on connaît peu. Moi, je l'avais un jour interviewé et il m'avait dit, ça m'avait beaucoup frappé, qu'adolescent, il voulait faire rire les filles pour les draguer et ça marchait pas du tout. Et c'était le garçon romantique à côté qui ne disait rien, qui gagnait. Et lui, il me prenait des râteaux considérables. Ah oui, c'est vrai. Sans doute, il était peut-être timide aussi quand il était jeune. Il a commencé, d'ailleurs, lui aussi, il a eu un parcours très très singulier, parce qu'il a commencé par être employé de banque. Exactement. Il a fait sa carrière qu'à partir de 30 ans. Exactement. Et alors, il vous a suivi dans 3 pièces historiques. Alors, les pièces historiques, c'est un genre très particulier, Antoine Rau. Pas historique. Le Caïman, c'est une pièce qui a un fond, si vous voulez, d'histoire très contemporaine, parce que ça se passe aujourd'hui. Le Diable Rouge, oui, bien sûr, c'est Mazarin, voilà. On est au XVIIe siècle. Et l'intrus, c'était plutôt un thème, c'est un mythe, puisque c'est le thème de Faust. Oui, mais j'en reviens aussi à l'histoire, justement, parce que quand on fait une pièce historique sur Mazarin, le Diable Rouge a été créé quelques années après au Théâtre Montparnasse et a été aussi un immense triomphe. Il faut vérifier chaque détail, Antoine Rau, et ne pas se tromper, sinon on a les foudres des historiens sur la figure. Ah oui, c'est certain, il faut, mais je pense que c'est normal, c'est un peu comme un travail de journaliste, si vous voulez, il faut partir des faits. Après, il y a une interprétation. Moi, quand je prends un sujet historique, c'est parce que je le trouve théâtral, je le prends pas parce que c'est de l'histoire, simplement parce que j'y ai trouvé, vous voyez, l'histoire d'Althusser. Ce qui est fascinant, c'est qu'est-ce qui se passe dans les 2 heures qui précèdent le crime. C'est très, très, très dramatique. J'ai écrit une pièce sur Hannah Arendt, la relation entre Hannah Arendt et Martin Heidegger. Et ce qui m'avait fasciné, c'était cette relation amoureuse. Donc ça mêlait aussi l'histoire, la politique, la pensée. Heidegger, le seul philosophe allemand important qui soutienne Hitler à son arrivée au pouvoir, et qui a été l'amant d'une jeune fille qui avait 20 ans de moins que lui, et qui était Hannah Arendt, qui était juive, allemande. Et ils sont séparés par cette histoire-là, puis elle va le revoir pour lui demander des comptes en 1950. Et ce qui m'avait fasciné, c'était le point de départ de ma pièce, c'est que 25 ans, jour pour jour, après leur première nuit d'amour, elle le retrouve dans une chambre d'hôtel à Freiburg, en 1950. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là dans cette chambre d'hôtel? Voilà le point de départ de ma pièce. Et la jeune comédienne qui interprétait le rôle, c'était Elsa Zilberstein. Exactement. Qui a failli faire une carrière internationale car elle a été auditionnée et elle a passé un casting pour Pulp Fiction de Quentin Tarantino et elle a failli être choisie, ce qui aurait sans doute changé son avenir. Ah mais elle est toujours pas mal, je crois, elle va pas mal se promener à Hollywood, là. Pas mal. Oui. Alors, j'en reviens à Claude Rich et donc au Diable Rouge. Le Diable Rouge, c'est une pièce sur Mazarin. Ça aussi, c'était un sujet pas facile parce que Mazarin, tout le monde connaît, mais tout le monde l'ignore aussi, Antoine Rau. Alors là, ce qui m'intéressait, en fait, c'était la relation, d'une certaine façon, père-fils, parce que Mazarin avait été choisi par Louis XIII pour être le parrain de son fils, donc le jeune Louis XIV. Il va l'élever, finalement, pendant 20 ans. Et le moment que j'ai choisi, bien entendu, c'est la prise de pouvoir. Il y avait le film de Rossini. La prise de pouvoir par Louis XIV. C'est-à-dire le moment où Mazarin va mourir. Il va quand même attendre que Mazarin meure pour s'installer véritablement. Mais le jour où Mazarin meurt, on sait bien, l'État c'est moi, dit-il, et le dernier conseil que lui a donné Mazarin, surtout ne prenez pas Premier ministre. Mazarin était le Premier ministre, c'était très amusant. Donc il y a cette relation d'un homme plus âgé avec un homme plus jeune, une relation vraiment presque père-fils, et c'était ça qui m'intéressait. Et donc dans le moment dramatique du Diable Rouge, c'est que le jeune Louis XIV est tombé amoureux de la propre nièce de Mazarin, Marie Mancini, comme on sait, et il a voulu l'épouser à la place de l'infante d'Espagne qu'on lui promettait, Marie-Thérèse. Alors ça, Mazarin c'était complexe pour lui, parce qu'il lui disait, tu vois, je vous fais l'honneur d'épouser votre nièce, c'est extraordinaire. Mazarin qui n'avait de cesse de faire la fortune de sa propre famille, qui est finalement un Italien parti de pas grand-chose, c'est un étranger qui devient Premier ministre de la France. C'est tout de même assez, avec son accent, il avait un accent italien que Claude n'avait pas, bien sûr, en jouant, mais il arrivait comme ça au pouvoir, et on lui disait, voilà, le roi lui dit, je vais épouser votre nièce.
Et là, Mazarin était un grand homme d'État parce que lui qui finalement a beaucoup pensé à s'enrichir et à placer les siens, il a dit non. La politique, la grande politique, c'est quand même plus important. L'intérêt de la France, l'intérêt même de l'Europe, c'est que vous épousiez l'infante d'Espagne. Et il va donc s'opposer, mais de façon très, très frontale, très forte, à ce jeune Louis XIV en lui disant non, vous allez épouser. La politique, c'est plus important que l'amour. Et cette pièce, Le Diable rouge, vous avez voir rouge aussi, Antoine Rau, parce que Claude Rich, sans vous en parler, changeait quelquefois le texte en scène, et ça vous a mis très en colère. Non, pas en colère, mais Claude, c'est-à-dire, il tâtonne sans cesse, et puis il avait parfois une mémoire qui était un petit peu, fragile, oui. Voilà. Mais il tâtonnait beaucoup. Je pense que c'était un homme qui cherchait, c'était un perfectionniste, vraiment jusqu'au dernier degré. Donc c'était des mots, c'était oui, mais à la place de et, enfin, c'était des choses comme ça. Il était tout le temps en train de, au bout du compte, il créait quand même un personnage magnifique. Donc, on finissait par s'incliner parce que il finissait par être tellement, chacun de ces personnages était tellement soigné, était tellement travaillé qu'on était quand même charmé, voilà. Mais c'est vrai que pour un auteur, quand un acteur ne dit pas le texte exactement, on se sent trahi. Si vous voulez. C'est un petit peu comme un musicien et on dit tiens, t'as pas joué toutes les notes de ma partition. Oui, d'ailleurs c'est le cas aussi de Jacqueline Maillan. Quand Barillet et Grédy, qui étaient ses auteurs fétiches, venaient voir une pièce qu'elle jouait, elle changeait tout parce qu'elle avait une idée la veille et le public criait, donc eux aussi s'inclinaient. Ouais. On est obligé de s'incliner dans ces cas-là. C'est complexe. Il y avait des duels célèbres, par exemple entre Victor Hugo et sa grande actrice, là, je sais plus, c'était Mademoiselle Mars. Oui. Voilà. Et qui voulait pas dire mon lion superbe et généreux. Oui, une phrase qui est rentrée dans l'histoire aussi. Donc toutes ces pièces vous ont permis d'avancer, de devenir célèbre. Vous avez eu des Molières, vous avez pu faire d'autres choses. Et aujourd'hui, eh bien, il y a 2 pièces en même temps, une à Paris, une à Orléans. Et on en reparle dans quelques instants à travers une autre date, le 28 septembre 2018. À tout de suite sur Sud Radio avec Antoine Rau. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Antoine Rau. On a parlé du passé, déjà très chargé, le présent l'est encore plus. Alors, il y a un roman qui est sorti, on en parlera, mais il y a aussi 2 livres qui sortent, et ces 2 livres, ce sont des pièces de théâtre qui sont à l'affiche. Et je parle du 28 septembre 2018 parce que c'est la première à Orléans de Terminus, une pièce très particulière, parce que là, on n'est plus du tout dans l'histoire style Mazarin, ça concerne Feydeau. Oui, c'est un vaudeville d'ailleurs. Oui. C'est une pièce construite comme un vaudeville, mais un vaudeville un peu, on va dire, proche aussi de Pirandello, parce que c'est tout ce que je raconte, c'est ce qui se passe dans la tête de cet homme. Est-ce qu'il est fou, ou bien est-ce qu'il a encore une forme de lucidité et qu'il s'invente une histoire? Il est Georges Feydeau, donc il faut savoir qu'il a attrapé comme d'autres la syphilis, qui était la maladie de l'époque, une forme qui lui a donné donc des accès de folie. Enfin, ça touchait ses nerfs et son cerveau. Donc il avait des bouffées délirantes certainement, et il était dans un centre, un sanatorium célèbre à Rueil-Malmaison. Il était d'ailleurs en compagnie de Deschanel, vous savez, le président de la République, qui était descendu de son train, avait rencontré une vache en Auvergne et avait dit je suis le président de la République. Voilà, et donc ce pauvre Feydeau a fini sa vie tout seul là, loin de Paris, lui qui n'aimait que les grands boulevards. La pièce s'appelle Terminus parce que il a vécu au fond un drame conjugal. Sa vie est assez un reflet de son théâtre d'une certaine façon, mais dans un registre plus sombre. Sa femme, à un moment donné, lui a dit, écoute, maintenant on se sépare, elle l'a mis dehors, il a vécu 10 années de sa vie, jusqu'à ce qu'il ait la syphilis, entre 1908 et 1918-19, à l'hôtel Terminus de la gare Saint-Lazare. Et surtout, il a perdu la garde de ses enfants, et a eu beaucoup de mal à s'en remettre, alors que c'était un travailleur acharné. J'ai fait les comptes, en 25 ans de carrière, Georges Feydeau a écrit 163 pièces, et la légende prétend qu'il en a jeté 116 autres à la poubelle. C'est possible. Il y a une très belle édition complète des œuvres de Feydeau qui effectivement reprend aussi des textes non joués. Moi, je me suis servi bien sûr de tout ça pour écrire la pièce. Ce que j'ai voulu en fait raconter, c'est que donc Georges est dans cet asile, entouré par des médecins, une infirmière, un autre malade, et ces personnages deviennent des personnages de sa vie et de son théâtre dans sa tête. Donc on vit en parallèle l'histoire de la fin de sa vie et l'histoire
plutôt du milieu de sa vie, qui est une histoire conjugale avec un vaudeville très plein de rebondissements, puisque bien sûr, comme dans toutes les histoires conjugales de Feydeau, on rit énormément, c'est en permanence des quiproquos, c'est en permanence des tromperies, on passe de l'appartement, on se retrouve dans un hôtel de passe, il y a des cocottes, il y a du champagne, ça bouge beaucoup. Oui, il avait une manière très particulière de travailler, Georges Feydeau, Antoine Rau. Il écrivait en marchant, il faisait sa mise en scène en même temps et il riait de ses plaisanteries. Je ne sais pas si vous travaillez comme ça ou autrement. Moi, j'écris debout. Comme lui. Oui, mais je marche moins. Oui. Enfin, je marche tout seul dans la rue, sans écrire. Je laisse venir les pensées, c'est le moment où je me détends. Mais par contre, depuis quelques années, j'écris debout. Systématiquement, je me suis construit un bureau comme un bar, si vous voulez, un peu haut comme ça. Et ça me fait beaucoup de bien. Et ce que faisait Brel, d'ailleurs, il écrivait debout pour mieux souffrir et mieux vivre ses chansons. Et Henri Troyat écrivait aussi debout. Oui. Et alors ensuite, c'est vrai, on entend, enfin, je pense, j'ai toujours une musique dans ma tête, j'entends les personnages, je les laisse comme ça vivre un petit peu. Souvent, ils jouent à l'avance, puis ensuite, j'essaye de mettre sur le papier ce que j'ai entendu. Évidemment, ça se modifie, ça évolue, mais on écrit, je pense que j'écris beaucoup à l'oreille. Après, quand les comédiens vont incarner les personnages, ils vont donner une autre musique. Et il faut accepter que cette autre musique existe. C'est-à-dire que ce qui apparaît sur la scène est toujours profondément différent de ce que j'avais moi en tête. Vous savez ce que racontait Marcel Pagnol ? Dans une pièce, il y a 4 pièces. Il y a celle que l'auteur écrit. Il y a celle que le directeur de théâtre ou le metteur en scène lit. Il y a celle que les acteurs jouent et il y a celle que le public voit. Il ajoutait, avec les acteurs en particulier, il faut faire très attention, on peut s'attendre à tout. Exactement. Alors, Feydeau aussi est, dit-on, l'inventeur de l'écriture cinématographique, c'est-à-dire qu'il écrivait beaucoup et il coupait beaucoup. Est-ce que c'est obligatoire, quand on écrit pour le théâtre, d'agir ainsi, Antoine Rau ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Les mémoires d'un auteur de théâtre, de comédie formidable américain qui vient de mourir, qui s'appelle Neil Simon, s'intitule Rewriting, réécrire. Réécrire, mais oui. Et c'est certainement cette humilité que j'ai apprise en étant nègre, en étant écrivain fantôme, ghostwriter. On me faisait recommencer, Jérôme Monod, il était très perfectionniste aussi, il me faisait recommencer mes textes, mes discours sans arrêt. Et c'est très important d'accepter de travailler, en sachant ce qu'on veut, mais le fait de oui, et puis il faut ajuster pour la scène aussi. Donc il y a un moment sur Terminus avec le metteur en scène Christophe Lidon, on a balayé la pièce bien avant la répétition, et on a fait des lectures et j'ai ressenti effectivement, on a pointé ensemble les endroits où il fallait plus de précision ou plus de rapidité. Et c'est comme ça que ça se passe au cinéma aussi. Francis Weber dit toujours qu'il écrit un scénario. Une fois qu'il l'a écrit, il le jette à la poubelle pour vraiment réécrire ce qui pourrait surprendre le spectateur. Oui, je crois qu'on n'en finit pas. Et un jour, si on essaye d'écrire, de faire publier ses œuvres, enfin plus tard, quand on est avec le temps, on a envie en fait de corriger encore. Quand on reprend une œuvre, on a toujours envie de l'améliorer. Alors, Tailleur pour Dame a été le premier succès de Feydeau. Ensuite, il y a eu sa pièce préférée qui était Monsieur Chasse, qui a été reprise par Las Palais et Chevaliers et totalement transformée sur la scène du Palais Royal, où il faisait n'importe quoi à la fin. Il y avait un lion qui mangeait de la tarte aux fraises. Est-ce que vous savez quelle est la pièce préférée, quelle est la pièce la plus suivie, la plus jouée de Feydeau aujourd'hui en France, Antoine Rau ? Peut-être Oui. Le fil à la patte ? Pas vraiment. Lucienne, si je t'ai écrit de venir, c'est qu'il se passe une chose grave. Hein ? Mon mari me trompe. Quoi, Victor Emmanuel ? Victor Emmanuel. La puce à l'oreille. C'est aujourd'hui la pièce de Feydeau la plus jouée, devant Un fil à la patte et devant l'hôtel du libre-échange. Et devant le dindon. Et devant le dindon. Ah oui, et devant la dame de chez Maxime. Exactement. Donc ça prouve aussi qu'il y a quand même un public fabuleux et qui suit ce genre de choses. Moi j'ai une préférence pour les pièces en un acte que Feydeau d'ailleurs avait qualifié du mariage au divorce. Donc Feu la mère de madame, On purge bébé, Hortense a dit je m'en fous. Parce que ce sont des scènes de la vie conjugale qui décrivent le côté sordide du quotidien des disputes de couple. On purge bébé, il se dispute autour de savoir si bébé a fait son pipi, son caca dans son pot. C'est absolument terrible ce qu'ils se disent. Il y a quelque chose avec le comique de Feydeau, mais c'est presque du Bergman. Vous voyez ? C'est fascinant. Et la vie conjugale, justement, c'est le sujet d'une autre pièce. On en a parlé avec Christelle Reboul, voici quelques jours à ce même micro sur Sud Radio. La vie rêvée d'Hélène Cox, que vous avez écrite et qui est à l'affiche au La Bruyère. Oui. Ce sont deux genres très différents, Antoine. Non, c'est aussi une comédie, mais c'est effectivement dans un registre un petit peu plus intimiste et plus poétique, puisque ça explore l'imaginaire d'une femme qui est en quête du grand amour et qui fait l'expérience finalement d'un amour
imparfait avec un homme qu'elle rencontre en milieu de vie et qu'elle va apprendre à aimer. Et cet amour, évidemment, est en contradiction avec son désir fantasmé d'un amour parfait. Ce qui n'existe pas, bien sûr. Bien sûr. Et pour écrire un tel sujet, il faut avoir bavardé avec des femmes, s'être informé, Antoine Roux. Il faut avoir vécu. Bergman, par exemple, quand il a écrit les scènes de la vie conjugale, il a dit « J'ai mis 3 mois pour écrire les textes, mais il m'a fallu 30 ans pour les vivre. » Et vous avez vécu tous ces moments-là, Antoine Roux ? À 53 ans, oui. Pas mal déjà. Alors, ces 2 pièces, La vie rêvée d'Hélène Cox et Terminus, sont publiées chez Albin Michel, qui est aussi votre éditeur, car il y a une autre vie d'Antoine Roux, c'est l'écrivain. Il y a quelques mois est sorti La traversée du paradis et beaucoup d'autres livres. Ça, c'est une autre vie, mais très importante pour vous. J'écris, c'est mon 4e roman que j'ai publié, La traversée du paradis. Quand vous dites écrivain, pour moi, écrivain, le théâtre, la poésie, c'est autant de la littérature. La poésie, c'est un art majeur, même si elle est très peu éditée, que le roman. Mais le roman est un art qui me fascine de plus en plus, pour lequel j'écris et je vais écrire de plus en plus, parce que c'est l'art total, parce que tout est possible quand on écrit un roman. On fait entendre la voix intérieure du personnage, on peut mettre en scène des milliers d'acteurs, des milliers de personnages, ce qu'on ne peut pas faire au théâtre ni même au cinéma. On peut traverser la planète, on peut traverser les époques, on peut même se projeter dans l'avenir ou dans la science-fiction. On peut tout faire avec le roman. Et que je pense que quand on y a pris goût, on peut pas. Voilà, c'est une forme d'écriture totale, parce que ça met en jeu toutes les écritures. Mais le théâtre nourrit l'écriture romanesque, parce que le théâtre est une exigence de discipline. Il faut qu'il se passe, il faut que l'action soit structurée, il faut qu'il y ait des rebondissements. On peut pas s'ennuyer au théâtre. Et je pense qu'il faut construire. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye de construire des romans de cette façon-là. Très construite, très structurée. Et La traversée du paradis, donc qui est sortie voici quelques mois, se passe dans les années 20 en Russie. Oui, ça décrit en fait les aventures d'un espion français amnésique à qui on a donné l'identité d'un Allemand et qu'on envoie sous une autre identité encore chez les Soviets, donc en 1920, au moment où Lénine est en train d'installer la terreur rouge. C'est un moment absolument fascinant de l'histoire. On fête cette année, on aurait dû davantage évoquer les 100 ans de la Révolution d'octobre. On en parle très peu. D'abord parce que en Russie même, le président Poutine ne veut pas qu'on en parle. D'ailleurs, il faut savoir que les archives qui s'étaient entrouvertes et qui avaient permis aux historiens des découvertes absolument passionnantes sur les horreurs du communisme dans les années 90, dans les années Yeltsin, ont été refermées et remises sous le boisseau, sous le contrôle direct de Vladimir Poutine, et maintenant il est pratiquement impossible d'y avoir accès. Donc l'histoire de cette période du communisme, l'histoire du communisme est à écrire. L'opium des intellectuels est toujours là. On parle plus difficilement du communisme que du nazisme. On écrit, on brode, les romans d'ailleurs pleuvent sur la période de 39-45 pour décrire ce qui s'est passé du côté des nazis et toutes les conséquences atroces que ça a eu. Mais est-ce qu'on raconte assez l'histoire communiste ? Et moi, je pense que c'est fondamental. Et le totalitarisme communiste s'est installé en 1918-1920. C'était quand même un système d'extermination qui a été très 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 cruel. Et les années folles aujourd'hui sont à la mode en France. On retrouve cette période-là parce qu'il y avait, outre ces histoires un peu compliquées, il y avait un retour à la joie de vivre aussi, Antoine Roux. Oui, tout ça est lié. D'ailleurs, même en Russie aussi, il y a eu un désir de joie de vivre dans les années 20 qu'on a vu dans le cinéma, en Allemagne, l'Allemagne écrasée et vaincue de la guerre de 14, il y a eu effectivement les années folles, il y a eu les cabarets de Berlin. Il y a eu, après des grandes périodes de malheur, il y a toujours ce désir profond de vivre. De toute façon, la vie est plus forte que tout. Et justement, votre vie est plus forte que tout. Vous avez réussi à accomplir votre destin, à vivre de votre plume, Antoine Roux, maintenant. Ah bah c'est le but. Oui, c'est jamais gagné. Il faut tous les jours écrire, et en espérant, on n'est jamais certain du succès de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est une vie sans filet. Et ça vous amuse, ça vous passionne, vous continuerez ainsi ? Ah bien évidemment, oui. Mais est-ce que vous avez maintenant envie de continuer à écrire pour le théâtre, pour le roman, pour le cinéma, parce que vous savez tout faire finalement? Le cinéma, ça dépendra de ce qui se présente. Pourquoi pas? Le roman et le théâtre, c'est sûr que bien sûr, je m'y consacre à 100%. Et c'est facile de passer de l'un à l'autre? Ça dépend des sujets. Quand c'est au théâtre, il faut des sujets très très définis et avec pas trop de personnages. Oui. Parce que sinon, vous avez aucune chance d'être joué. De moins en moins d'ailleurs, de moins en moins de personnages. Le roman, il faut emporter le lecteur dans un univers qui l'enchante, un univers imaginaire, mais on peut tout se permettre à ce moment-là. Et il faut trouver ces univers, c'est de la recherche permanente, c'est de la lecture.
Oui, c'est aussi c'est autour de thématiques qui vous taraudent sans cesse. Moi, c'est les questions de l'identité, du rapport au pouvoir, de la relation à l'autre. Et le public apprécie. Donc, je rappelle que La Traversée du Paradis, qui est d'ailleurs une suite, sans le dire, au roman précédent. Oui, La Danse des Vivants. Voilà, est publié chez Albin Michel, comme les 2 pièces, La Vie rêvée d'Hélène Cox, qui est à l'affiche au Théâtre La Bruyère. À partir de demain. Et Terminus, qui va être à Orléans et en tournée à partir du 28 septembre. Et j'espère à Paris l'année prochaine. Voilà, et qui est au Théâtre d'Orléans. Merci Antoine Rau d'avoir raconté votre parcours, car on le connaissait peu. On le connaît beaucoup mieux maintenant. Merci de votre invitation. Et puis on espère que tout ça continuera sans le moindre problème, et que vous continuerez à enchanter le public, ceux qui vous lisent comme ceux qui vous applaudissent au théâtre. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie comme tous les jours. Ensuite, ce sera Trina McTrine, et ensuite ce sera Les Vraies Voix avec Christophe Bordet, Philippe David et tous les autres. Et nous, on se retrouve demain à 13h, bien sûr, pour d'autres Clés d'une vie. Merci encore Antoine Rau. Merci Jacques Pessis. Bonne journée, à demain.